téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un nouveau débat télévisé organisé par ProDécide GIZ sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Décentralisation, vecteur de construction identitaire citoyenne, régionale et nationale, c'est le thème de cette émission. Bonjour chers invités, et je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Nous allons alors vous présenter respectivement nos invités de ce jour. On va commencer avec ceux à ma gauche, Monsieur le Directeur Général de la Culture au sein du ministère de la Communication et de la Culture, Francis Razaferson. Bonjour à vous, présentateurs. Bonjour à vous tous invités sur ce plateau. Et surtout, bonjour à vous, téléspectateurs, vous qui êtes le cœur de cette émission. Bonjour. Professeur Jeannot Rassoul-Larson, historien et enseignant à l'Université d'Antananarivo. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Raoult. À vous, les débatteurs. Et à vous, les téléspectateurs qui suivent cette émission. Monsieur Gervais Coupenirine, directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Bonjour. Bonjour à vous, cher Raoult, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et la dernière, mais non pas la moindre, Madame Ludonly Veltasna, enseignante sur la communication basée sur les différentes cultures et l'harmonisation des différences dans la société. Elle prépare également son doctorat sur la philosophie culturelle. Bonjour Raoult, bonjour à mes collègues présents sur le plateau et bonjour à vous tous qui suivez cette émission. Comme à l'accoutumée, nous allons vous proposer quelques interviews permettant à nos concitoyens de donner leurs avis sur notre thème d'aujourd'hui. Et nous allons tout de suite passer à notre débat. Les pouvoirs détenus par le président ou les ministres devraient être transmis à différents niveaux, tels que les chefs de région, les maires, etc. Certes, Madagascar a adopté la décentralisation, c'est écrit clairement dans la Constitution, mais en réalité, elle n'est pas encore effective. On dirait que le président et le gouvernement ont toujours le dernier mot. Les collectivités ne font que suivre leurs décisions. Bref, je pense que la décentralisation n'est pas vraiment effective à Madagascar. Oui, la décentralisation est effective. Si l'on se focalise sur la commune, par exemple, la décentralisation y est vraiment effective. Si l'on analyse de près la gouvernance actuelle, la décentralisation n'a pas été bien établie pour le moment. Pourtant, elle devrait permettre le développement local. Puisqu'il y a les différents chefs, comme les chefs Fuktan, les maires, etc., il y a donc une décentralisation. Dans le sud, par exemple, personne ne les écoute pas et sont subsidiaires. Les habitants et citoyens du sud sont laissés pour compte. Les aides et assistants sont beaucoup plus centralisés ici dans la capitale et on a toujours tendance à oublier les régions littorales et les autres régions. Les hauts-placés ne considèrent vraiment que la capitale. Ils délaissent les autres régions. Par exemple, à Bekil, il y a des personnes malnutries abandonnées par rapport à la capitale. La raison pour laquelle d'autres régions ne sont pas développées, c'est que leurs administrateurs, c'est-à-dire les élus, sont distraits. Distraits dans les mouvements politiques et se préoccupent plutôt de l'avenir de leurs proches au lieu d'œuvrer pour les concitoyens. Notre mentalité est une des causes aussi de notre sous-développement. Premièrement, on a tendance à ne considérer que ceux qui nous sont proches. Souvent, celui qui gouverne ne pense que sa région. Deuxièmement, pour le processus d'élaboration du plan de développement, qui pourrait ressentir les difficultés et les besoins de votre région à part vous.
Ainsi, si vous ne faites pas partie de ceux qui décident, personne ne se soucie de vos problèmes. Nous ne sommes pas surpris de constater qu'il y a des régions plus développées que d'autres. Il y a aussi l'attachement à votre région et votre dynamisme. À Madagascar, les régions ont chacune leur spécificité, mais on n'arrive pas à exploiter les ressources humaines et économiques de ces régions. Un petit survol de l'histoire orienté sur ce que nous avions déjà pu accomplir sur la décentralisation. D'après ce que nous venons de voir, les avis divergent réellement sur ce point. Il y en a qui disent que le processus de la décentralisation existe déjà, mais d'autres affirment que la décentralisation n'est pas encore réellement effective. Professeur Jeannot Rassoul-Hassan, pouvez-vous nous rappeler à quelle époque nous avions commencé à entamer le processus de la décentralisation? Ce qui est à noter, c'est que jusqu'au 19e siècle, où l'on a pu voir une royauté, il n'y a pas eu de décentralisation, car tous les pouvoirs appartenaient au roi. Et il est le seul à décider. Pendant la colonisation, cette inexistence de la décentralisation était encore constatée. Mais c'est en 1956, après la mise en place de la loi cadre, que l'on commence à constater ce partage de pouvoir, car cette loi stipule l'autonomie provinciale, permettant à chaque autorité locale de gérer les problèmes internes. Monsieur le directeur du cabinet au sein du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Gervais Rakoutanirine, qu'est-ce que nous avons pu construire autour de la décentralisation tout au long de ces 60 ans? La décentralisation signifie la transmission du pouvoir de gestion à un élu sur un territoire donné. Cependant, cette décentralisation ne peut se séparer de ce qu'on appelle la déconcentration, qui concerne, elle, la répartition du pouvoir. Par exemple, les chefs de district ou encore les préfets. Ces personnes sont une continuité du pouvoir central, c'est-à-dire du Premier ministre et du gouvernement, pour que ce pouvoir soit effectif au niveau des régions. Voilà pourquoi on parle de répartition, mais lorsqu'il s'agit des élus au niveau des collectivités, on parle plutôt de décentralisation. Il est important de préciser que la décentralisation existe à Madagascar depuis la Première République et s'est calquée sur le modèle français. Il faut savoir que la décentralisation est un système basé sur une législation. Cela s'est démontré par exemple sur le fait que, pendant cette Première République, seules les communes ont été considérées comme des collectivités. Certes, il y a eu les provinces, mais les responsables n'ont pas été des élus, mais ont été désignés. Aujourd'hui, pas mal d'efforts ont été faits et des améliorations ont été constatées. Madame Ludoni Veltasna, Madagascar est encore un pays vaste. Et chaque village ou une localité donnée, je n'évoque même pas les régions, a sa propre identité culturelle. Selon vous, quels pourraient être les éléments constitutifs de ces identités culturelles qui pourraient impacter sur la décentralisation? Je vous remercie. Si l'on se focalise sur la culture, l'identité de chaque région définit l'identité même de tous les citoyens malgaches. C'est-à-dire que l'ensemble des identités de chaque région définit en fait l'identité culturelle de tout l'État malgache.
Ensuite, si l'on analyse la décentralisation du point de vue de la culture, je continue ce qu'a dit professeur, notamment au temps de la royauté. Et si l'on analyse donc les us et coutumes ou bien la culture des Malgaches face à cette décentralisation en ce temps-là, le système a été bien établi, disant que nous faisons la transition vers la République. Pourtant, les us et coutumes de tous les Malgaches n'ont pas été prises en compte et sont restées telles quelles au temps de la royauté ou durant la colonisation. Dès lors, si l'on se met à la place des citoyens malgaches, la décentralisation devait effectivement les conduire à devenir des responsables et garants du développement de leurs régions respectives. Mais cela n'a pas vraiment eu lieu, puisqu'il n'y a pas eu ce moment de solidarité et peut-être la volonté collective de sortir véritablement de la royauté et de passer effectivement à la République. Il y a eu donc, on va dire, comme un changement brusque de régime qui a pris les citoyens malgaches au dépourvu sans qu'ils puissent correctement s'y adapter. Mais on pourrait quand même dire que les citoyens malgaches ont eu une certaine résilience. En amont, il y a la répartition et le transfert des pouvoirs émanant du président jusqu'au niveau local. En aval, on peut y voir l'aspect culturel proprement dit. Il y a eu les us et coutumes, les institutions qui régissaient donc les citoyens malgaches depuis toujours. Ces derniers ont finalement permis aux Malgaches de bénéficier et de prendre part à la décentralisation, même si cela n'a pas été relaté de façon explicite dans la Constitution. Ils l'ont vécu dans la vie de tous les jours et ont concilié décentralisation et culture. Monsieur le directeur général de la culture, depuis toujours, le département de la culture n'a presque jamais été autonome dans les différentes structures du gouvernement. Mais depuis peu, nous avons accordé plus d'importance à ce département qui devient un peu plus autonome. Comment le voyez-vous? Cela signifie-t-il la revalorisation des identités culturelles pour chaque région afin d'encourager le développement? D'abord, c'est un effort qu'on s'est fixé et je ne veux pas être prétentieux puisque je suis là-dedans. Je ne peux pas dire oui, ça marche bien maintenant. Non, on essaie de se montrer. Il y a cette réalité comme quoi la structure du gouvernement fait que la culture est un peu délaissée et même en termes de répartition budgétaire, c'est le département qui bénéficie le moins d'argent. Le ministère essaie de faire de son mieux en ce moment et une des choses les plus importantes, sans compter l'argent ni les biens, c'est l'audace du personnel au sein du ministère. Le personnel du ministère a ce qu'il faut pour montrer cette culture malagasy. Donc, si vous dites qu'on commence à apercevoir l'aspect culturel aujourd'hui, oui, et c'est le plus important pour nous, nous essayons d'être plus visibles que les autres différents départements ministériels. Essayons de ne pas être le dernier. Allons montrer où devrait être la place du ministère à propos de cette culture qui se base surtout sur l'homme, sur la langue malagasy et surtout sur la culture et les différentes coutumes. Les Malagasy ne sont pas homogènes mais diversifiés, ne sont non plus divergents mais ne font qu'un. Je ne vais pas répondre ça directement, qu'on peut combiner les deux ou pas, mais c'est à chacun de voir, parce que je pense que monsieur le directeur du cabinet vient de dire, quand une chose est héritée d'un autre endroit, acquise d'une autre idéologie, exemple, la République a bien marché pour les Français puisqu'ils ont inventé la révolution autrefois. On parlant de l'époque actuelle, dans le mot Fanzakan, il y a la racine Zak, tiré du mot Manzak. Il y a aussi le Panzak. Pourtant, on ne parle plus de roi de nos jours et même les dirigeants actuels sont encore appelés monarques. Ces dirigeants actuels sont des républicains, mais on ne les appelle pas ainsi. Ils sont encore appelés monarques. Et le fait est là, on mélange tout
Et notre problème, c'est surtout de trouver notre originalité. Où sommes-nous actuellement? Puisque tout paraît organisé, et comme le professeur Jeannot a dit, jadis, il n'y avait pas de roi. Et tout le monde habitait sa propre montagne, puis ils s'attaquèrent. Ensuite, quelques-uns se sont regroupés, puis ont désigné une personne comme roi. Après, le tout a été rassemblé par un seul roi puissant, puis venaient ensuite les étrangers qui ont attaqué ce dernier pour devenir le nouveau roi. Après la fin de l'époque des étrangers, lors de notre indépendance, c'est la personne nominée ou élue, c'est-à-dire le président de la République qui est supposé être le roi. Maintenant, on ne sait plus ce qui est exact. Lors de l'époque royale, il n'y avait pas de christianisme, mais quand ça a été introduit, tout s'est mélangé. Et aujourd'hui, qui hésiterait encore sur une secte disant il ne faut pas lever le drapeau, ce n'est pas le roi, mais c'est Dieu, et ne servir autre personne que Dieu, ce qui fait que tout se mélange. Alors c'est Dieu ou c'est Jésus ou c'est l'État qui est consensuel dans la vie d'une personne. Quand il y a une cérémonie à faire, on abat des ébus, on fait des rites, pourtant on prie et en même temps on honore les sur le ciel puisque ce sont les représentants de l'État qui font éviter faire des cérémoniales. Et c'est très compliqué, mais c'est à chacun de voir, à chacun de trouver notre originalité. D'abord, nous sommes Malagasy, en même temps, nous affirmons que nous sommes chrétiens, d'autres musulmans. À part ça, nous avons chacun notre propre vécu, donc c'est à chacun de voir, mais je ne vais pas répondre à cette question directement. Monsieur le directeur du cabinet, pour les acteurs au niveau local, cette identité culturelle de chaque région ou de chacun pourrait-elle devenir un obstacle pour le bon déroulement de l'administration publique? Il faut savoir que la décentralisation est un système basé sur une législation et que c'est donc la loi qui prime sur tout. Et que donc cette diversité ethnique ne fait pas le poids, car tout rôle ou toute responsabilité est déjà bien défini par la loi, ce qui ne permet à quiconque, et donc à aucun responsable, de faire à sa guise. Ces affirmations marquent la fin de la première partie de cette émission, ce qui va également nous permettre de procéder à la deuxième partie. Nous allons voir de près l'importance de cette identité culturelle pour nous permettre de bâtir une administration ou une cause politique permettant de développer le pays. Encore une fois, nous vous invitons à regarder ces quelques points de vue de nos concitoyens. Je me sens comme un étranger car je viens d'une région littorale. Je viens d'Atirabé. Je suis ici à Tananarive pour le travail et je m'y sens comme chez moi, puisqu'à Madagascar, nous sommes un. Je suis malgache. Je viens à Madagascar. Qu'importe où je vais, j'appartiens à tout Madagascar. J'appartiens à toutes les régions et j'irai. Je suis tenu de contribuer au développement de tout le territoire. Je viens d'autres régions et je suis ici pour le travail. Je ne me sens pas encore chez moi ici car ça se voit bien que je viens d'autres régions. Le milieu d'où l'on vient reste encore trop important. Je me sens comme un étranger. Oui, je vis ici à Tana. Je sens que j'appartiens à cette ville. Je vis à Tana, mais je me sens comme une étrangère parce que je ne prends pas part à des grandes choses. J'appartiens au petit peuple. Je vis à Tana, mais je me sens aussi comme une étrangère parce qu'il y en a qui se prennent pour les vrais propriétaires du territoire. Habitants de la province d'Antananarivo, je pense. Habitants de la province d'Antananarivo, je pense que ces qualifications sont les mêmes. On a tendance à penser que les régions ou provinces ne sont que des côtes littorales. Mais en fait, nous devrions les faire savoir qu'un Alamanque fait justement partie des régions.
cela dépend de chacun. Pour certains, le fait que telle ou telle personne vient de telle région ne les dérange pas, mais en fait, on dit que telle personne vient de la région par son dialecte. Alors, tous ceux qui ne sont pas originaires d'Antananarive viennent des régions. Ils ont fait la dichotomie entre mer et côtier, alors que les deux sont malgaches. Cela dépend de la mentalité. Il y a une différence. Si vous venez de Parapangan et que vous venez à Antananarive, vous êtes un allochtone. Si vous êtes natif de la région, vous êtes donc un autochtone. C'est probablement à cause de la pauvreté que le népotisme prime. Je trouve que ceux qui ont vraiment étudié et devraient mériter un poste ne l'auront pas, sauf s'ils ont de bonnes connaissances et relations. Les ministères, par exemple, sont actuellement remplis de personnes de la même famille ou d'un même cercle d'amis. L'égoïsme est encore au premier rang dans le pays. Le népotisme y est flagrant au détriment de nos concitoyens. Quand un ministre ou un haut responsable est nommé, on constate réellement que son entourage professionnel direct est composé par ses proches. Ces personnes-là seront-ils à même d'accomplir convenablement leur mission? Car tout dépend de la qualité de l'équipe. Dans le contexte actuel, le népotisme est bien réel. Oui, le népotisme est une réalité dans le pays. Ici, la place t'est attribuée si tu connais quelqu'un. D'après ce que nous venons de voir, parler de l'identité culturelle liée à nos régions d'origine demeure toujours un sujet délicat. Nous avons vu que chacun de nos concitoyens a son propre point de vue sur le sujet. M. Francis Razaferson, puisque c'est effectivement la culture qui construit l'identité de chacun de nos concitoyens. Selon vous, depuis que nous avions regagné notre indépendance, avions-nous déjà pu réaliser un progrès pour atténuer, d'un tant soit peu, cette construction identitaire au niveau de chaque région pour le bien de l'administration? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à entreprendre? Il y en a encore beaucoup de travail nous reste encore à faire. En fait, il y a deux choses dans cette affirmation. Il y a celle venant de vous et celle venant de moi. D'un côté, par exemple, ça a été une bonne chose que les étrangers nous ont attaqués, colonisés. En réalité, c'est plutôt esclavage et non pas colonisation, puisque c'est de l'esclavage qu'ils nous ont fait. Et ça a été une bonne chose pour nous d'avoir été colonisés pendant 60 ans, parce que c'était dans cette situation que les Malagasy se sont tous réunis en se disant nous n'allons pas laisser ces étrangers s'accaparer nos terres, où que ce soit. Et c'est un avantage que Dieu nous a donné, le fait que nous sommes sur une île, que ce soit au nord, sud, est, ouest ou ici au centre, nous sommes restés solidaires et il n'y avait personne de l'extérieur, de Mozambique par exemple, ni encore des Comores, ni de la Réunion qui se sont joints avec nous, mais il n'y avait que nous et entourés de la mer parlant la langue malagasy. Ces temps-ci, on peut dire que si un Malagasy pense ne pas provenir d'une région, ce n'est guère de sa faute, mais c'est à cause de l'histoire, peut-être avec son passé ou avec cette région. Et je connaissais quelqu'un de Tuamasne lors de l'expulsion des Merles de Tuamasne. Tout le monde fuyait, il y a quelques décennies passées, et tout le monde se sont enfuis, mais pas lui. Pourtant, il ne savait même pas parler le dialecte Petsimsar, mais c'était pas sur le dialecte, mais c'est plutôt sur le savoir-vivre au sein de la société, et c'est pareil pour tout homme. Quand tu sais bien te comporter avec les autres, la société t'apprécie, mais si c'est le contraire, quand on essaie de se distinguer, de s'écarter, la société te rejette. Beaucoup de gens disent ces étrangers sont tous comme ça, mais il y a des étrangers que les Malagasy adoraient lors de l'époque coloniale, puisqu'ils sont bien su vivre avec la société malagasy. En bref, les Malagasy ne sont pas discriminants de nature, mais c'est un comportement engendré par la localité géographique où ils se trouvent. Il y a des gens qui disent que les côtés sont fainéants, ils ne cultivent pas. Allez vivre là-bas,
allez cultiver là-bas puisque vous avez envie de vous y mettre, enfanter là-bas, élever vos enfants là-bas, habiter là-bas pendant 30 ans, 50 ans. Peut-être que vous serez parti dans 100 ans, mais vos enfants deviendront à leur tour des côtiers selon le mode de vie local, puisque ça marche de cette façon. C'est dans cette diversité que nous sommes unis. Professeur Jean-Laurent Soularsan, Monsieur le directeur général a évoqué tout à l'heure les us et coutumes au niveau de chaque localité, mais il existe également cette gouvernance. Pouvez-vous alors parler des tracés historiques de la décentralisation liés à cette conversation? Je réitère que pendant la royauté, il n'y avait pas de décentralisation. Pendant le 19e siècle, il y a eu le royaume de Madagascar dont le noyau central se trouve ici à Imerne. Quand le royaume d'Imerne commence à annexer les autres royaumes, le roi de l'Imerne désigne celui qui gère les autres royautés. C'est dans la deuxième partie du 19e siècle que le Premier ministre Renla Yarvoun accapare tous les pouvoirs. Par exemple, dans la région nord, il y a ce qu'on appelle le gouvernement d'Amboui-Marne. S'il y a un poulet qui a été volé, par exemple, dans la région, le gouverneur doit rendre compte d'abord au Premier ministre Renla Yarvoun qui décide du sort du voleur de poulet, ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu de décentralisation à l'époque. Pendant la colonisation, on commence à constater petit à petit cette décentralisation, car les colons français ont mis en place vers 1920 les régions. Ainsi, si on parle d'héritage historique de la décentralisation, on peut dire qu'il n'y en a pas. C'est après l'indépendance, dans un régime républicain, que les dirigeants de ce pays essaient de mettre en place cette décentralisation. Madame Ludoni Veltas, quels sont les impacts de la manière dont nous avions intégré cette décentralisation en se basant sur l'identité de chaque région? Est-ce que les citoyens ont accepté l'intégration de cette décentralisation ou est-ce que nous nous limitons seulement sur notre identité régionale par habitude? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu revenir sur les fondements même de l'identité culturelle. Si l'on se fie à la philosophie, les fondements sont le territoire, comme nous l'avons vu précédemment, la langue ou le langage et l'histoire. Ces trois composantes sont, on va dire, les plus grands fondements de l'identité culturelle, pour ajouter ce que notre collègue nous a fait part. Et donc, si l'on néglige, si l'on oublie ou l'on ne priorise pas ces trois fondements lorsque nous établissons le processus même de la décentralisation, les citoyens ne sauront pas quoi faire en conséquence. Parce que c'est un ordre venant d'en haut, ils ne feront qu'accepter, mais ne l'appliqueront pas dans leur contexte ou dans leur vie de tous les jours. Si l'on ne considère donc pas l'identité culturelle dans la gouvernance des citoyens, ils seront désemparés, ne se sentiront pas donc concernés. Ils seront plutôt régis par la force de l'argent ou par la loi du plus fort. La gouvernance tant politique qu'économique ne répondrait donc pas aux besoins des régions. Ce sont donc les conséquences négatives qui peuvent y avoir si l'on n'implique pas l'identité culturelle dans le processus de la décentralisation. Qu'importe les potentialités de chacun, il est important de savoir vivre dans la différence pour pouvoir avancer sûrement. Et non vivre ensemble tout en se tournant le dos ou ne pas tirer bénéfice de ce vivre ensemble, ce qui va conduire à biaiser la décentralisation.
Être Bethleo ou être Betimsaak ne sont en aucun cas en contradiction avec le fait que tu sois malgache. Nous sommes un. Être malgache ne devrait pas être une honte ni un blocage. Et étant malgache, je pourrais apporter beaucoup de choses. Nous ne devrions pas nous laisser dominer et subjuguer par les stéréotypes du temps de la colonisation. Par exemple, un Betimsaak doit toujours être en Labawan comme ceci et doit rester comme cela, ou bien un Myrna doit toujours s'habiller de telle sorte. Nous et nos futures générations n'en serions que victimes si nous nous enfermons dans cette mentalité, car ils n'auront pas un sentiment d'appartenance. Le problème aussi, c'est que les ethnies se mélangent Oui, tout à actuellement fait. et nous ne pouvons plus constater Oui, ça c'est vu cette fusion. Nous ne devrions pas avoir honte d'être un malgache Myrne, un malgache Betimsaak, un homme ou une femme malgache. Cela ne devrait pas être une contrainte. Monsieur Gervira Koutniri, quelle pourrait être l'importance de cette identité de chaque région dans une politique ou une administration efficace? Chaque région est tout d'abord très importante pour la décentralisation car elles sont vecteurs du développement local. Surtout, chacune d'elles a leur spécificité économique, leur dynamique locale et notamment en matière de développement. Mais ce que je voudrais surtout préciser par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est que la gestion du pouvoir et la loi sur laquelle elle se fonde, qui est d'ailleurs la loi sur laquelle s'appuie la décentralisation, ont été érigées de manière à s'adapter à l'évolution de notre société et au développement du pays. Ça fait 30 ans que je travaille pour le ministère de la décentralisation. Et aujourd'hui, par exemple, dans le district d'Amboumbé, dans la région Ambouy, une personne originaire de la capitale a été élue maire dans une commune. Ce qui infirme donc déjà cette façon de penser comme quoi les élus doivent être originaires de la communauté d'où ils ou elles viennent. Non, c'est plus une volonté et la conviction de changer les choses dans la communauté qui prime et que l'on peut apporter un changement là où on est, même en étant d'une origine ethnique différente. Cet exemple confirme aussi que la population malgache est consciente que les malgaches ne font en fait qu'un, que nous sommes tous sur la même île. Voilà pourquoi la loi s'efforce à minimiser cette différence ethnique pour l'exercice du pouvoir. Bien sûr, cela ne remet pas en cause ni ne minimise en aucun cas notre appartenance ancestrale à une localité ou à une ethnie donnée. Professeur Jeannot, la subdivision de la population malgache sur notre île était-elle une stratégie utilisée par les colonisateurs? Avant la colonisation, les Malgaches se sont déjà divisés, car à l'époque de la royauté, chaque région a son propre royaume. Et après la venue du royaume de Madagascar, cette division s'est encore accentuée. Le royaume Merne, quand il a annexé le royaume de Betimsaak par exemple, il y a des Betimsaak qui n'acceptent qu'on prend leur terre. Mais il y a ceux qui sont utilisés par les Mernes pour les aider. Les Français n'ont fait que continuer à renforcer cette division. Ils ont nommé par exemple des gouverneurs à titre politique ou chefs de canton à titre politique. Ces gens-là sont nommés parce qu'ils sont natifs de la région, mais non pas parce qu'ils sont compétents. Madame Ludoni Veltasna, en un mot, comment nous pouvons transformer en opportunité cette identité culturelle de chacun? Lorsque nous vivons notre identité personnelle et culturelle au quotidien, nous nous sentirons naturellement responsables du développement de notre localité. Je ne reçois pas d'ordre, mais lorsque je décide d'exceller dans tel ou tel domaine, j'y déploierai mon identité.
ce qui va nous amener naturellement à l'intérêt général, puisque le bénéfice ne serait pas seulement à moi à ce moment-là. L'identité culturelle peut être également commune à tous, comme elle peut être différente d'un groupe à l'autre. Il faudrait donc concilier identité personnelle et identité de notre groupe d'appartenance. Nous visons l'intérêt général lorsque nous assumons notre identité culturelle dans l'établissement de plans politiques ou économiques. On devrait donc également concilier prise de décision et identité culturelle dans une localité donnée. Sinon, la politique pourrait entraver au lieu de permettre le développement d'une population donnée. Nous arrivons actuellement à la fin de cette deuxième partie. Nous vous invitons encore à visionner ces quelques extraits vidéo comportant les points de vue de nos concitoyens. Aucun problème pour moi, car c'est le développement de la région qui compte. En revanche, elle devrait connaître les besoins réels de la région où elle se porte candidate. J'accepte à 100% car c'est un malgache comme moi. Ceux qui ne sont pas natifs de la région devraient montrer par leurs actes, leur volonté et leur attachement qu'ils sont issus de cette région. Dans ce cas, il n'y aura plus personne pour vous exclure en disant que vous n'êtes pas de la région. À mon avis, cela ne pose pas de problème puisqu'elle pourrait avoir une meilleure idée sur le développement de la région en question. Je préfère mieux quelqu'un de ma région ayant vécu ici assez longtemps et connaissant les réalités et les besoins de ma région. C'est pas normal, car ils ne connaissent ni les besoins, ni le contexte locaux. Personnellement, je n'accepte pas cela, car chacun a ses propres pensées et mentalités. Il faudrait d'abord primer les personnes compétentes issues de ma région. Et en plus, nombreux sont les gens qui n'accepteront pas cela car ils n'ont pas confiance à une personne étrangère qu'ils ne connaissent pas. Il est préférable d'avoir un responsable originaire de la région pour œuvrer pour les générations à venir. Mais cela n'écarte pas les personnes résidant dans la région si ces dernières apportent aussi leur contribution pour le développement de cette région. Je comprends les gens qui sont jaloux de leur région. Car même s'ils ont quitté cette région pour leur travail, ils ne l'oublieront jamais. Mais il faut toujours considérer que nous sommes malgaches, quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous sommes fiers d'être malgaches quand nous sommes à l'étranger. Donc, qui devrait être le responsable du développement de cette région? Celui qui y habite, car ils ont trouvé leurs intérêts dans cette dernière. À mon avis, la personne résidant dans la région devrait être responsable du développement, car elle est bien au courant des réalités de cette région. Je pense que les deux sont responsables. L'un qui est originaire ayant un devoir envers cette région et l'autre qui y réside et devrait apporter ses contributions pour le développement de cette région. Personnellement, les résidents sont les responsables du développement car ils savent très bien les vécus dans la région. Je pense qu'une personne résidant dans cette région est la mieux placée car elle connaît les réalités et les besoins de la région. Les colons ont tout fait pour nous inculquer cet esprit de partager pour mieux régner.
Et si nous regardons bien, c'est notre origine régionale qui importe plus que notre origine en tant que malgache. Et si c'est à partir de cette origine que les gens vous jugent, mais pas par rapport à vos efforts ni vos actions. Je pense qu'il est temps que nous considérions nos valeurs malgaches, ce qui n'empêche pas le fait que nous sommes issus d'une telle ou telle région. Les malgaches ne font qu'un. Les questions sur les origines régionales ne se posent pas. Nous sommes toujours sur ce plateau du débat télévisé de Tetpanourne, décentralisation, vecteur de construction identitaire au niveau local et au niveau national. Nous arrivons ainsi à la troisième partie de cet échange d'idées. Alors, nous allons parler des rôles de tous les acteurs dans la mise en place d'une vraie décentralisation. Madame Ludoni Veltasna, pour vous, quels pourraient être les apports de chaque citoyen dans la mise en place de cette décentralisation en respectant cette identité régionale ou nationale? Nous pouvons faire beaucoup de choses sans attendre l'État. Comme je l'ai déjà mentionné, le langage ou la langue malgache donc, est l'un des fondements de l'identité culturelle. Nous avons tendance à nous dire que le dialecte merne constitue 90% de la langue malgache officielle. Mais lorsque nous analysons par la science du langage, il existe de multitudes de proverbes utilisés dans des régions de Madagascar. Pouvons traduire les proverbes franco-malgaches. Nous pouvons nous demander comment le langage peut-il nous amener à la décentralisation. Pourtant, le langage est d'une importance capitale constituant notre identité culturelle. Si on prenait un exemple que l'on peut voir dans la vie de tous les jours, comme chercher à qualifier le froid, la neige donc, et tout ce qui s'y rattache, alors que nous ne savons pas dans quelle partie de Madagascar se trouve la partie la plus glaciale. Comment qualifie-t-il cela? Pour arrêter d'emprunter des vocabulaires étrangers, nous devrions donc commencer à concevoir le nôtre. De cet exemple, nous pouvons constater que la différence des caractéristiques de chaque région peut constituer une richesse pour la langue malgache. Et non, ceci n'est pas du malgache officiel, je ne pourrais donc pas l'utiliser. Au début, les gens peuvent ne pas comprendre ce que tu voudrais dire, mais il faut essayer de l'appliquer comme on peut. Finalement, lorsque vous mettez en avant votre identité culturelle dans l'utilisation de dialectes relatifs à votre région d'appartenance, et même si ce n'est pas du malgache officiel, souvenez-vous que cela enrichit davantage la langue malgache. Monsieur Gervera Koutenirin, quel est le défi qui attend le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour un vrai transfert de pouvoir vers les régions? Pour appuyer ce que Mme Veltasna vient d'évoquer, c'est vrai que pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, c'est le respect de la loi et de la législation en vigueur qui est primordial. Mais cependant, on constate qu'il y a certains aspects qui ne peuvent être maîtrisés par la loi, notamment sur les questions de mentalité. Des maires ou des conseillers dotés de volonté à vouloir faire bouger les choses, cela se manifeste directement par leur manière de travailler et leur prise de responsabilité. De même pour les chefs districts ou les préfets de police qui ne sont pas seulement dictés par la loi, mais qui ont surtout une volonté et une envie de faire quelque chose à travers leur façon de faire. On peut constater que ces personnes sont vraiment faites pour diriger, mais ne sont pas de simples robots qui suivent de simples directives pour faire appliquer la loi. Voilà pourquoi je dis, un changement de mentalité doit s'opérer lorsqu'on devient responsable au sein d'une collectivité. Une responsabilité qui consiste surtout à soutenir les maires et les conseillers à effectuer leurs devoirs. Ce qui renforce notre discussion d'auparavant,
Comme quoi, il existe aujourd'hui des élus qui exercent dans une localité autre que sa localité d'origine. Voilà pourquoi nous, au sein du ministère, en matière de nomination par exemple, nous nous efforçons à choisir des gens issus d'une localité différente. Et nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont arrivées à bien remplir leurs fonctions. Il y a eu même des cas où c'est l'équipe locale qui ont insisté à ce que l'on prolonge le mandat de la personne une fois que celui-ci arrive à son terme. Dès la formation des hauts fonctionnaires de l'État au sein de l'ENAM, nous insistons déjà sur le fait que la loi n'est qu'un outil, mais c'est notre volonté à vouloir améliorer les choses ou encore notre conviction que c'est l'humain qui prime dans l'exercice de la fonction publique qui est important. La loi n'est qu'une balise qui nous aide à distinguer ce côté humain. Monsieur Francis Razafersan, nous avons souvent évoqué que la culture est une richesse. Est-ce que cette richesse culturelle peut-elle être transformée en moyens financiers ou en énergie, permettant à chaque région d'avoir un développement efficace? Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais noter que ce ministère de la communication et de la culture est un ministère de Madagascar et non pas un ministère d'Antananarive ni d'une seule province. Donc, chaque province a sa particularité, son identité, et même chaque personne dans une même province a sa personnalité. C'est une priorité du ministère de trouver tout ce qui pourrait mettre en valeur toute particularité au niveau de chaque province pour apporter des valeurs ajoutées à la province concernée. C'est quoi ce résultat positif si ce n'est que l'économie? En plus, si c'est de la culture que nous pensons tirer profit de l'économie, le tourisme est concerné de près. Et ce sont les raisons pour lesquelles le ministère a placé ses conseillers techniques au niveau des provinces. Actuellement, nous sommes en cours d'achever, je souligne, des maisons de la communication et de la culture. Tout ça pour disperser l'ANAC, Académie nationale des arts et de la culture, qui siège à Ambutsurut. C'est une université de l'art et de la culture en général, avec des diplômes renommés. Et ce ne serait pas encore le cas pour la maison de la communication et de la culture au sein des autres provinces, car ce seront encore des certificats ou attestations qu'on va donner là-bas. À ce moment-là, nous allons essayer de faire émerger de ces provinces les arts et les cultures locales. Nous essayons de concrétiser la déconcentration du pouvoir du ministère à Antananarive via la maison de la communication et de la culture, à part les autres projets en cours, soit l'amélioration et la réhabilitation des différents sites et monuments dans partout Madagascar. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, ayant permis d'avoir un grand échange d'idées sur la question de structure et sur la question de culture. Avant de finir, nous tenons à remercier le parc botanique et zoologique de Tsimbassas pour l'accueil. Merci également au ministère de tutelle, ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et nos vifs remerciements vont également à l'endroit du ministère de la Communication et de la Culture. Et surtout, merci à vous, chers participants. Quelles sont alors, en un mot, vos conclusions respectives sur tout ce que nous avons évoqué dans cette émission? Je vais ainsi commencer par vous, Madame Ludoni Veltasme. Pour finir, j'aimerais rappeler que nous ne devrions pas attendre les actions gouvernementales pour nous sentir responsables et garants du développement de notre localité. J'ai pris comme exemple le langage. Cela est faisable. Et pas seulement, l'art et la culture également, nous pouvons exploiter tout cela. Outre l'enseignement formel, l'art et la culture instruisent la population et les incitent à voir les choses d'une autre façon.
La différence est finalement une richesse lorsqu'elle est perçue du côté de l'art et de la culture. Je ne sais plus quoi ajouter puisqu'elle vient de dire tout ce que je voulais dire. Alors, avez-vous une conclusion sur les efforts de votre ministère par rapport à notre thème? Oui, ces deux thèmes sont liés tous les deux, la déconcentration, répondre afin que tout ne soit concentré seulement ici en Tenerife, pas seulement pour le ministère de la Communication et de la Culture, mais surtout pour le gouvernement en général. De ce fait, nous essayons de déconcentrer à travers tout ce qu'il est possible de le faire. Ces derniers temps, il y avait ces réhabilitations des monuments historiques ou des autres nouvelles constructions ici et là, et il y a encore des gens qui disent pourquoi vous retouchez tel endroit et non pas tel endroit. La raison est que le ministère a besoin de votre aide. Jusqu'à ce jour, nous comptons environ 179 lieux historiques et nouvelles monuments recensés au niveau du ministère. Pourtant, ce n'est que le 10e, voire le 100e. Mais il y a encore de nombreux nouveaux sites ou édifices quelque part. Alors, aider le ministère à être au courant, qu'est-ce qu'il faut faire valoir à travers la culture en général, partout dans Madagascar, afin que tout le monde puisse être au courant. Monsieur Gervais Koutoumirine, afin d'éviter que tous les pouvoirs se centralisent à Antananarivo, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Pour conclure, à l'image des différents témoignages, force est de constater qu'il est encore difficile pour nous de dire que la décentralisation est effective à Madagascar. Cependant, je peux affirmer que, comparé aux républiques précédentes, si l'on regarde les fondements de la décentralisation à Madagascar, aujourd'hui, beaucoup a été fait. À l'exemple de la suppression des tutelles, de la suppression de l'ingérence au niveau de l'organe exécutif et de l'organe délibérant, ou encore le transfert de subventions pour les collectivités. Tout le monde, que ce soit la population ou le gouvernement, souhaite à ce que cette décentralisation soit effective dès demain. Mais nous devons quand même comprendre que cela nécessite du temps. Madagascar n'a appliqué la décentralisation que depuis 60 ans, alors que pas mal de choses sont déjà comptabilisables. Et nous commençons déjà à mettre en marche les questions de subvention aux collectivités. Et que si l'on compare le laps de temps, la France ne l'a même pas réussi. Cela pour dire que il y a plusieurs étapes à franchir lorsqu'on s'engage sur le chemin de la décentralisation et que cela nécessite une implication de tous. On ne vous a pas oublié, monsieur le professeur. Si l'on se base sur l'histoire, quelle pourrait être la part de prix de la décentralisation dans la mise en place d'une nation forte pour le futur? Si on analyse la décentralisation sur l'aspect historique, le grand problème de Madagascar reste l'accaparement des pouvoirs par une seule personne. Ce fait a été constaté dès l'époque royale jusqu'après l'indépendance. Et si on veut mettre en place réellement la décentralisation, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est d'éduquer les Malgaches à ne plus considérer cette division régionale. Parce qu'on a l'impression de toujours vivre avec l'héritage de la colonisation.
Maintenant que nous vivons dans un régime républicain, il y a les élus qui gouvernent et les citoyens gouvernés. À cet effet, il faut des citoyens responsables, car c'est cette prise de responsabilité de chacun qui va être la base de cette décentralisation. Pour ce faire, il faut miser sur l'éducation citoyenne. Il faut intégrer dans le programme scolaire le civisme. Car si une personne sent qu'elle est une vraie citoyenne, elle ne pense plus qu'elle n'est à Tirabé ou Thomas, mais elle pense d'abord qu'elle est une malgache. En conclusion, c'est cette éducation citoyenne qu'il faut prioriser dans le processus de décentralisation. Malgaches unis dans la diversité et différents malgaches avec une seule origine. C'est ainsi que s'achève notre tête panorama aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette émission. On vous donne donc rendez-vous à notre prochaine émission. Merci.